Si beaucoup parmi les ressortissants de pays sahéliens en veulent à la Côte d'Ivoire, c'est essentiellement en raison de l'excellente coopération qui forge les rapports entre Abidjan et Paris. Entre le multilatéralisme et l'hostilité que nourrissent les pays de l'AES, notamment à l'égard de la France, quelle est la meilleure option pour la Côte d'Ivoire? Faut-il poursuivre dans la dynamique de renforcement des liens bilatéraux avec Paris ou basculer sous la férule de la domination russe, comme souhaitent le voir certains dans les pays limitrophes? Devoir de vérité pose aujourd'hui le débat pour comprendre ce que veulent eux-mêmes les Ivoiriens. Autre sujet au menu de cette émission, les accusations incessantes du capitaine Traoré au Burkina Faso contre la Côte d'Ivoire, qu'il indexe comme étant à l'origine de complots de déstabilisation contre son régime. La junte burkinabé et le reste de l'AES sont-ils dans la provocation? J'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau comme consultant Jean-Marc Kwame, expert en politique publique, Jean-Richard Nguessan, journaliste et analyste politique, ainsi que Alafé Wakili, patron du groupe L'Intelligent d'Abidjan. Et nous aurons également en duplex depuis Libreville au Gabon le confrère Raoul Christophe Bia, qui nous rejoindra donc dans le cadre de cette émission. Merci à vous d'être là. Merci. Merci. Bonjour Raymond. Raoul Christophe Bia, vous nous entendez? Bonjour, une fois de plus, Raymond a dit, merci de l'invitation. Merci à tout le monde. Alors tout d'abord, on va donc suivre ce micro-trottoir pour savoir ce que pensent les Ivoiriens du maintien des relations entre leur pays et la France. Nous avons des gouvernants, des hommes politiques qui dirigent ce pays, qui sont aussi capables de donner leur avis par rapport à la coopération que les deux pays ont, s'ils se sentent bien. En tout cas, nous, les personnes ordinaires, nous pensons qu'il faut arrêter avec la France. Et cet arrêt que je souhaite, ce n'est pas un arrêt avec une croix rouge, mais il faut revoir les accords. Sinon, c'est la même colonisation qui continue et qui ne dit pas son nom. La collaboration France-Côte d'Ivoire peut continuer si la collaboration est gagnante des deux côtés. Puisque je pense que nos gouvernants sont assez... ont les arguments vraiment pour pouvoir défendre nos intérêts. Donc je pense qu'ils sauront trouver les moyens vraiment pour nous défendre et puis vraiment continuer à collaborer avec la France sans problème. Oui, la Côte d'Ivoire en particulier doit continuer sa collaboration avec la France. Parce qu'aujourd'hui, tous les pays du monde sont dans une dynamique de mondialisation et de globalisation. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde un peu sur le l'échiquier international, aucun pays ne fait cavalier seul. Et pour nous, Ivoiriens, il est important que la France soit un allié de taille. Au regard de nos relations depuis la période de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, le contact est déjà là, le lien est créé. Voilà, même s'il est brutal et il est un peu douloureux, on ne peut pas s'en passer. Donc aujourd'hui, je considère que le partenariat il est indispensable. Voyez, il est indispensable. Jusqu'à présent, c'est la France qui gouverne la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire veut quitter derrière la France, moi je trouve que ça ne va pas marcher. Ça va envoyer encore une autre guerre. Moi, je préfère qu'on reste avec eux. La France impose à la Côte d'Ivoire ce qu'ils veulent. Donc on est obligé de marcher avec eux pour le moment. Si on tient compte à nos enfants qui viennent maintenant là, on doit aller à la France. Si on quitte là-bas, ça ne va pas marcher. Retour donc sur ce plateau. Alafé Wakili, je commence avec vous un peu comme d'habitude. Visiblement, le sentiment anti-français n'est pas très ancré en Côte d'Ivoire, même si après ce qu'on vient d'écouter, les avis semblent très mitigés. Certains estiment que sans la France, qu'il nous faut la France absolument pour évoluer dans un sens de domination néocoloniale. D'autres, par contre, c'est plutôt un partenariat fructueux que nous entretenons donc avec l'ex-colonisateur. Justement, quel est l'intérêt de la politique d'ouverture multilatérale que développe la Côte d'Ivoire aujourd'hui, non seulement vis-à-vis de la France, mais également d'autres partenaires bilatéraux? Oui, l'intérêt justement, c'est de donner plus d'opportunités à notre pays, plus de chances et de se développer. C'est ainsi que récemment, le vice-président de la République était en Chine. Avant cela, le président de la République était en Corée.
La Côte d'Ivoire tourne. Aujourd'hui, la Chine est un partenaire important de notre pays. Donc, il n'y a pas que la France. Bien entendu, il y a des liens. La colonisation a créé des liens. Il y a la langue, il y a l'histoire, il y a un système qui est resté au niveau de l'administration, au niveau de l'école, au niveau de l'organisation du pays, comme malgré ce qu'ils ont appelé une direct rule dans les pays anglophones, beaucoup de choses sont restées, les robes, les perruques, les chapeaux, la manière de s'habiller pour administrer la justice. Il y avait une sorte d'administration indirecte, mais la langue a su rester, elle est restée directe, la langue. Et beaucoup d'autres choses sont restées, et voilà, le système s'est maintenu. Voilà, c'est maintenu, c'était indirect, mais quand même présent. Donc, il y a ces liens. Et puis, dernier élément, le président vient de rentrer de Paris à la francophonie. Il était au sommet de la francophonie. On peut s'en plaindre, mais n'oublions pas qu'il était en Corée. Donc, il y a cette relation qu'on a avec tout le monde, il y a cette ouverture. Ça ne plaît pas à certains qui veulent cette rupture avec la France, mais il faut noter qu'il y a eu dans l'histoire de la Côte d'Ivoire avec différents présidents des hauts et des bas. Et ça n'a pas été toujours un long fleuve tranquille, les relations entre la Côte d'Ivoire à travers les dirigeants passés et la France. Houphouët-Boigny, tout pro-français qu'il était, tout France-africain qu'il a été, qu'il est resté, a eu des moments de friction et de divergence avec la France ou avec l'Occident. Les bailleurs de fonds, ça a existé. Après lui, Bédier a pu bénéficier de certains soutiens, mais on a vu que lorsqu'il y a eu le coup d'État, ce n'est pas de façon unanime que le régime, le gouvernement français a décidé de le soutenir à côté d'une volonté prêtée à Jacques Chirac, contrariée par Lionel Jospin. Lorsque le président Gbagbo est venu, on a vu ses hauts et ses bas entre la cohabitation, et puis on a vu au plus fort de la crise, on a vu le je témoin non plus, les amours déçus, les amitiés déçues, et on a vu au plus fort de la crise un exode de Français. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de cas comme ça en Afrique. Je ne sais pas si même aujourd'hui, dans les sentiments, le présumé sentiment anti-français, si des Français quittent en masse le Mali, le Niger, le Burkina Faso pour retourner en France, mais il y a eu ce cas-là en Côte d'Ivoire, en pleine tension en 2004. En 2004, lors des événements de novembre 2004. Il n'y a rien de nouveau en réalité. Les gens ont tendance à faire croire que ce qui se passe est totalement inédit. Il y a un sentiment anti-français fort. Non, il y a eu des désaccords avec la France au fil des ans. Et le premier anti-français, si tel était le cas, les premiers, c'était d'abord Sékou Touré, ensuite Lumumba, bon, pas anti-français, mais anti-occidental belge. Après, il y a eu Sankara, il y a eu des choses. Donc, les gens aujourd'hui ne créent rien de nouveau. Ils sont souverainistes, ils sont révolutionnaires, mais ils ont un héritage, ils ont des héritiers dans la ligne desquels ils se mettent, et il est important qu'on rappelle cela en disant qu'on ne fait pas face à un phénomène totalement inédit, mais on peut avoir l'impression qu'il a pris de l'ampleur par rapport aux moyens de communication, aux réseaux sociaux. Ce que je voulais dire en disant que la Côte d'Ivoire reste elle-même, essaie de tirer son épingle du jeu et diversifier sans se mettre totalement à dos les autres pays, les autres puissances. Alors, c'est du déjà vu, comme vous le dites. Raoul Christophe Bia, vous êtes là? Là, je vous écoute. Très bien. Alors, depuis l'Afrique centrale, quel est votre regard sur la politique que mène la Côte d'Ivoire justement en termes de relations internationales? La Côte d'Ivoire qui tente à se situer donc un peu à équidistance des différents blocs, qui s'ouvre au monde, qui a de très bonnes relations et avec la Russie et avec la Chine et également avec la France, sans verser dans le populisme. En tant que journaliste et analyste politique également, quel est le regard que vous portez justement depuis votre région où vous êtes sur la stratégie ivoirienne? Non, déjà, il faut remarquer qu'il y a des relations historiques entre la Côte d'Ivoire et la France qui ne peuvent pas aujourd'hui faire l'objet je vais dire quoi, on ne peut pas les prendre à la légère. Ces relations qui datent depuis les indépendances avec le président Houphouët-Boigny et tout ce qui ont suivi après jusqu'à Ouattara aujourd'hui.
Donc il y a ces relations bilatérales historiques. On sait ce que la France, la Côte d'Ivoire est pour la France en Afrique de l'Ouest. Donc il y a ça. Tous les présidents qui viennent doivent toujours prendre en compte l'histoire. Parce que le monde ne peut pas venir comme ça et faire comme s'il n'y avait rien avant. Vous savez, chez nous au Cameroun, il y a un concept très populaire où on dit il y avait quoi avant. Il faut toujours se poser la question de savoir il y avait quoi avant. Avant, il y avait cette relation, cette amitié franco-ivoirienne très poussée. Aujourd'hui, on peut comprendre que certains pensent que la Côte d'Ivoire exagère dans sa relation amicale avec la France, mais elle est libre. Elle est libre, la Côte d'Ivoire, d'accentuer la relation franco-ivoirienne. Elle est libre de ne pas faire la même chose de façon ostentatoire avec peut-être la Russie, avec la Chine. Chaque pays est aujourd'hui, selon la définition du Conseil des Nations, est libre de pratiquer les relations bilatérales qu'elle veut. On ne peut donc pas passer le temps à faire le procès des autres. Parce que, est-ce que vous-même, les Ivoiriens, vous plaignez de la présence française dans votre pays? Peut-être il y en a qui se plaignent, mais il faut quand même d'abord respecter la souveraineté des États, même sur le plan diplomatique, en se disant les Ivoiriens, ils sont maîtres de leur pays, ils savent mieux que nous. Nous, vous savez, toute l'amitié et je veux dire la sympathie, même la fraternité qui nous lie, moi, mon pays, le Cameroun, à la Côte d'Ivoire, on se suit mutuellement, on suit les activités de part et d'autre. Donc nous, on ne peut pas donner des leçons de diplomatie avec qui est-ce que la Côte d'Ivoire doit traiter. Seulement, il faut aussi prendre en compte l'évolution des mentalités aujourd'hui. Il y a les nouvelles forces qui émergent et aujourd'hui tout le monde aspire à cette indépendance totale. Et je crois qu'on a bien vu le phénomène de l'écho du franc CFA. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec le franc qui devait devenir l'écho, là où ça bloque. Mais on sait aujourd'hui, beaucoup le disent, notamment en Afrique centrale, que la Côte d'Ivoire freine un peu la mutation totale ou alors le fait que les pays de la zone franc veulent complètement quitter le franc CFA et que la Côte d'Ivoire, qui n'est pas n'importe qui, donc le levier économique des pays de la zone franc, bloque un peu. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui sait quelle est sa force de frappe sur le plan économique et parfois d'autres l'accusent de verrouiller un peu à ce niveau. Même si ce n'est pas vraiment justifié aussi. Hein. Ce procès kafkaïen à la Côte d'Ivoire, de dire que c'est elle qui est restée affiliée à la France, c'est de la France qu'elle tire ses ordres, c'est la France qu'elle... non, je pense que nous, tous les pays, vous voyez chez nous au Cameroun, que ce soit ici au Gabon, tous ces pays entretiennent, ce sont des pays de l'AOF, l'ancien l'AOF, qui ont des relations bilatérales avec la France. Peut-être chacun a redéfini les cartes, peut-être d'autres ont renégocié les accords coloniaux, chacun selon les aspirations de son peuple et de là où va le pays. Mais quand on regarde la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, je sors par là, Raymond, la Côte d'Ivoire ne se plaint pas beaucoup en termes de développement. Nous étions à la CAN. C'est vrai que beaucoup nous diront que ça, c'est des paillettes qu'on voit, mais au moins, il y a ces paillettes, ça intéresse. Ça permet quand même qu'on ne dise pas n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Nous étions à la CAN, on a vu le développement de la Côte d'Ivoire ces derniers temps. Comment ne pas penser que si la femme que vous avez ou l'ami que vous avez, je vais m'abstenir d'utiliser le terme femme, l'ami que vous avez est un bon ami qui vous apporte de bons conseils en termes de développement, en termes d'amélioration des conditions de vie de vos citoyens. Pourquoi vous n'allez pas continuer votre amitié avec lui sous le fallacieux prétexte que les autres veulent rompre l'amitié, notamment les voisins? Je pense que c'est un procès diplomatique à tort qu'on fait aux Ivoiriens. Ils savent mieux que nous ce qu'ils tirent avec la France. Et donc, tant que ça vous arrange, tant qu'il n'y a pas pour le moment une véritable discorde, les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la France peuvent se poursuivre. Et tout le monde peut constater quand même quelques évolutions et sur beaucoup de points. Très bien. Alors, Jean-Richard Nguessan, avant de donner la parole à Jean-Marc Kwame pour pousser l'analyse en termes de chiffres, puisque c'est notre monsieur chiffre est donné sur ce plateau, en tant qu'expert en développement, ça, non, en politique publique, justement. Merci beaucoup. Alors, est-ce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un peu
trop disputé. Est-ce que finalement tout ce procès, comme on peut le dire, qu'on fait à la Côte d'Ivoire depuis l'extérieur, notamment de la part de nos voisins sahéliens, même d'autres pays africains. Tout à l'heure, on a entendu dans le confrère Raoul qui disait qu'en Afrique centrale, on estime que la Côte d'Ivoire, enfin certains estiment que la Côte d'Ivoire serait à l'origine donc du retard de la mise en œuvre de l'éco, la monnaie communautaire et tout ça. Est-ce que ce n'est pas finalement parce que la Côte d'Ivoire est un peu trop disputée entre les deux blocs? Moi, je dirais tout simplement qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, la Côte d'Ivoire se porte très bien. Économiquement, c'est un pays qui rayonne. Même si surendetté aussi. Hein. Toutefois, la Côte d'Ivoire, c'est relatif. Oui, mais bon. Ouais. En même temps, c'est quand même un aspect à ne pas négliger. Le pays se porte très bien économiquement, diplomatiquement. Tantôt, on a parlé de la présence de notre chef d'État en Corée du Sud, en Russie, dans plusieurs pays, en France. La Côte d'Ivoire a le mérite de diversifier aujourd'hui ses partenaires. Vous savez, les rapports entre la Côte d'Ivoire et la France, il y a tellement de mythes qui entourent, depuis l'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire en 1960 jusqu'à nos jours, il y a tellement de mythes, que ce soit sur nos rapports diplomatiques, économiques, militaires, qui entourent nos relations. Et beaucoup de choses ont été dites aux populations. Et les gens ont assimilé tellement de choses qu'aujourd'hui, il est tellement difficile, lorsqu'on écoutait à l'instant d'entrée de jeu le micro-trottoir, il est tellement difficile de digérer tout ce qui a été dit. Pour certaines personnes, c'est la France qui gouverne la Côte d'Ivoire. Pour certaines personnes, il est impossible pour la Côte d'Ivoire de se détrôner de la France militairement. Pour certaines personnes, la Côte d'Ivoire n'a que pour partenaire économique la France. Pour certaines personnes, tout le cacao ivoirien, tout l'or ivoirien, tout le diamant ivoirien est acheté par la France. Des idées reçues. Des idées reçues. Et cela a tellement été assimilé par une partie de la population qu'il est très difficile de sortir cela des mentalités. Et pourtant, la Côte d'Ivoire, économiquement, aujourd'hui, s'est diversifiée à plusieurs partenaires, que ce soit la Russie, la Chine, les même Pays-Bas. Dans les secteurs clés, tels que les hydrocarbures, les ressources minières et tout ça. Effectivement, il appartient aujourd'hui à nous, en tant que leader d'opinion, en tant que journaliste, de faire passer cette information selon laquelle, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays qui se porte très bien et la Côte d'Ivoire n'est pas aujourd'hui une colonie de la France. Bien au contraire, la Côte d'Ivoire a diversifié et ayant le mérite de le dire, a diversifié aujourd'hui ses partenaires. Alors Jean-Marc Comé, je sens que vous avez envie de réagir, mais avec vous, ce sera beaucoup plus technique, puisque c'est votre domaine de prédilection. Alors l'AFD vient de sortir un rapport sur la contribution justement de la France au développement de la Côte d'Ivoire, du moins pour ces dernières années. Pour le PND 2021-2025, l'AFD a accordé donc un prêt de 750 milliards de francs CFA dans le cadre du 3e C2D pour le financement de divers projets dans les domaines de l'agriculture, de la résilience climatique, du développement rural, des infrastructures, même de l'éducation également. Et nous avons des données assez précises sur le sujet. Alors justement, en tant que technicien, donc expert en la matière, quelle lecture faites-vous justement de la situation actuelle à partir de ces chiffres-là? On va les approfondir tout à l'heure, mais de nos relations. Est-ce que véritablement nous bénéficions de ce partenariat que nous maintenons excellent avec Paris? Merci Raymond. Je vais partir déjà sur vos chiffres. Déjà peut-être pour expliquer à toutes les personnes qui nous suivent ce que c'est que le C2D. Le C2D, c'est un mécanisme qui a été négocié avec la France pour faire une reconversion de notre dette, c'est-à-dire le service de la dette qu'on payait chaque année. La France a signé un partenariat, un protocole d'accord avec la Côte d'Ivoire pour le reconvertir dans certains secteurs d'activité ou certains secteurs clés. Donc, c'est à ce titre que pour la troisième phase du C2D, sur un montant de 750 milliards qui devait être payé en termes de service de la dette, ça va être reconverti dans l'agriculture, dans l'éducation, et cela date depuis 2011 où on a ce processus. C'est un protocole d'accord qui a été signé sur la reconversion de la dette française à l'égard de la Côte d'Ivoire. C'est un bon partenariat parce qu'on ne va plus payer de cash auprès de la France. Ça, c'est déjà un premier point. Maintenant, sur les autres points, au niveau même commercial, malheureusement, il y a, à travers le micro-trottoir, comme Jean-Richard a pu le dire, on constate que la plupart des personnes ne sont pas vraiment informées. Parce qu'aujourd'hui, la France n'est que le 7e partenaire commercial de la Côte d'Ivoire.
Depuis 3 ans, la France a quitté le trio les 5 premières places de partenariat commercial avec la Côte d'Ivoire. Le premier partenaire commercial aujourd'hui, ce sont les Pays-Bas, depuis l'an dernier. Pays-Bas, Suisse, Mali, en tant que partenaire commercial. En tant que pays fournisseur, nous avons le trio, la Chine, le Nigeria et je crois l'Allemagne. La France est le 7e partenaire commercial. En termes de partenaire d'investissement, je vais peut-être choquer certaines personnes, mais le Burkina Faso est le premier partenaire d'investissement direct étranger en Côte d'Ivoire, avec plus de 738 milliards investis en 2022, selon les chiffres du CPC. Donc, la France, depuis 2018, n'occupe même plus la première place en tant que premier investisseur direct en Côte d'Ivoire. Alors, c'est un procès qui n'a pas son sens. Mais on reste dans de la démagogie et dans du faux populisme. Les chiffres sont parlants. Vous n'avez qu'à aller sur les chiffres, les statistiques de la douane ivoirienne, ou les statistiques même, il y a un dernier rapport qui est sorti, le rapport de la Chambre de commerce française, qui est sorti et qui était ces chiffres. Donc, en réalité, on nous sort, je ne sais quoi, des choses vraiment aberrantes, mais la France, aujourd'hui, n'est pas le commanditaire de je ne sais qui, je ne sais En même quoi. temps, je vous interromps juste pour rappeler que, dans le même temps, la France demeure l'un des premiers partenaires en termes d'appui au développement de la Côte d'Ivoire parce que, je sors juste quelques éléments, plus de 6 000 km de pistes rurales créées ou réhabilitées depuis 2021. Mais là, on est en train de parler de nombres. Mais si on ramène en chiffres, quand on a signé le partenariat, le protocole d'accord sur la reconversion de la dette, si l'on veut parler comme ça, oui, il y a eu plusieurs étapes. La France reste un partenaire, bien évidemment, la France reste un partenaire, mais avec Jean-Richard a pu le dire, Jean-Richard a pu le dire, M. Alafé a pu le dire aussi, la Côte d'Ivoire a diversifié ses partenaires, que ce soit le partenariat au niveau de la défense, que ce soit le partenariat à tous les niveaux, à tous les secteurs d'activité de notre économie. La Côte d'Ivoire a diversifié ses partenaires. Mais je veux dire, dans le même temps, ce partenariat n'est pas défavorable puisque nous sommes appuyés financièrement, économiquement. Sans ces écoles primaires construites depuis lors, plus de 26 000 enseignants recrutés. Si vous prenez les chiffres qui détaillent le C2D, ça vous donnera un gros nombre. Mais si vous les ramenez en montant fiduciaire, en montant monétaire plutôt, c'est une reconversion de la dette. C'est-à-dire, c'est de l'argent qu'on devait rembourser en termes de remboursement bilatéral auprès de la France. Alors, c'est bénéfique. C'est bénéfique pour la Côte d'Ivoire. C'est bénéfique carrément pour la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, on ne paye plus de l'argent à la France en disant, voilà votre argent que vous nous avez passé. Mais la France vous dit plutôt, cet argent-là, nous, on va vous aider à vous développer mieux que ça. Cet argent que vous nous devez, réinvestissez dans tel domaine et nous, on va suivre si vraiment vous le faites. Moi, je ne sais pas s'il y a plus meilleur partenariat que ça, quoi. Alors, justement, ça nous emmène à un point, Alafé Ouakili, quand vous entendez justement tous ces propos des confrères, toutes ces analyses, notre confrère d'Afrique centrale, Raoul Christophe Bia le disait tout à l'heure, on estime là-bas que la Côte d'Ivoire fait blocage à l'émergence du projet monétaire intercommunautaire de l'ECO. Est-ce que vous diriez qu'on est victime d'un faux procès dans nos rapports qui nous lient à Paris? Oui, bien sûr, il vient de donner des indices, des éléments, lui aussi tout à l'heure, des éléments assez factuels et concrets. Oui, la Côte d'Ivoire est victime d'un faux procès. Pour parler, pour revenir à la question du CFA, je dirais que c'est un effort collectif, d'abord du CFA et ensuite de l'ECO. Voyez-vous, l'AES a été créé, je ne sais pas combien de temps ça prendra encore. Ils sortent de la CEDEAO, disent-ils. Moi, au passage, je viens d'un voyage dans la sous-région où je suis parti avec la carte d'identité nationale, la carte nationale d'identité. C'est un privilège, je pense, de pouvoir voyager dans la CEDEAO, hormis peut-être quelques pays qui font des tracasseries avec la carte nationale d'identité. C'est un privilège. Je pense que je ne sais pas si ces pays ont signé des accords spécifiques pour maintenir ce privilège pour leur population. Ça, c'est un avantage CEDEAO, bon, qui peut encore exister au niveau de l'UEMOA. Ils en sont encore membres, ils n'ont pas encore eu leur monnaie. Donc, le CFA reste toujours valable pour eux, reste toujours légitime malgré leurs critiques. Ils se sont libérés, ils sont indépendants, ils sont souverains, ils sont souverainistes, ils sont autonomes.
Mais on attend la date de leur sortie du CFA qui traîne. Qui les bloque? Ils ne dépendent plus de la France. Ils ont chassé l'armée française. Ils ont chassé tout ce qui est symbole français. Mais pourquoi ils continuent de subir le CFA en attendant de changer leur langue, de faire du moré la langue nationale, de faire d'une langue au Niger, du russe, au Mali. peut-être. Voilà. En attendant qu'ils fassent tout ça là qui peut prendre 50 ans, plusieurs années, ils ont la possibilité de sortir du CFA. On attend ça vite. Voilà, on attend ça aucun vite. sourire, Jean-Richard, mais parce que ce matin, je suis tombé sur une vidéo là, assez anecdotique dans laquelle Ils sont en train de voyait- faire leur passeport. Tout à fait. Non, on attend. Maintenant, l'écho, ils sortent de la CEDEAO, donc ils ne sont pas dans l'écho. Donc vous voyez déjà, ça fait moins un pays d'écho. Donc on aura moins, ça devait être facile à régler. Le problème de l'écho, c'est les critères de convergence. Et puis, c'est la difficulté pour certains pays d'abandonner leur souveraineté. Et ils font aussi de faux procès. Voilà, de faux procès. Parce que quand on crée l'écho, ce n'est pas la France, les États-Unis qui vont décider. Ça veut dire qu'un aussi grand pays qu'on soit, qu'on est, le grand Nigeria qu'il soit, sa monnaie et leur sort là, dépendra du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Libéria, du Ghana, et ils sont plus souverains au niveau monétaire. Mais ça dérange beaucoup de pays. Ils ne veulent pas. Et ce que le CFA a réussi là, c'est ce qu'ils doivent faire, mais qu'ils refusent de faire. Et les gens, pour masquer leur propre lenteur, ils ont beau jeu d'accuser la France d'une part et ensuite la Côte d'Ivoire. Mais bon, les vrais sachants savent de quoi ça retourne. Absolument. Juste avant de passer donc au second sujet, concernant donc les accusations contre la Côte d'Ivoire, ce matin, je suis tombé comme ça sur une vidéo assez anecdotique de petits enfants maliens à Bamako qui étaient en train, non même plus que ça, qui souhaitaient ou qui chantaient en russe le joyeux anniversaire à M. Poutine. Bon, c'est assez ahurissant, mais c'est quand même choquant. C'est-à-dire que il semble comme si... La Russie est un partenaire. Bon, mais imaginez-vous de voir des petits Ivoiriens en train de chanter rien que le joyeux anniversaire au président Macron. Ça va créer quelque chose, là. Ça va créer une onde de choc. Mais là, enfin, c'était juste en passant. Juste pour revenir aussi à une chose, la Côte d'Ivoire n'est pas surendettée. Et je pense que c'est peut-être un débat sur lequel on peut revenir. Très rapidement. Parce que la notion de surendettement au niveau du FMI, c'est quand vous arrivez à un niveau où vous avez tellement augmenté vos impôts locaux, de sorte à ce que vous ne pouvez même plus, aucun actif, aucun participant économique ne peut payer ces impôts-là et vous n'avez plus à payer quoi que ce soit. On n'est pas encore à ce stade. La Côte d'Ivoire n'est pas surendettée. Très bien, merci pour les précisions. C'était l'œil du technicien. Alors, Raoul Christophe Bia, vous êtes là? Très bien. Certainement que vous suivez avec nous les accusations récurrentes de la part de la junte burkinabé contre la Côte d'Ivoire. Nous sommes donc au second sujet de notre émission qu'on va développer très rapidement. Alors, récemment, encore le capitaine Traoré ou encore le porte-parole du gouvernement burkinabé, le ministre de la Sécurité, est sorti pour indexer la Côte d'Ivoire comme étant une fois de plus à l'origine d'une tentative de déstabilisation du Burkina Faso. Alors que Serge Daniel, donc le correspondant de France 24 à Bamako, ou dans la région, rappelait qu'il y a cela quelques semaines, Abidjan avait fait échec à un complot qui aurait été orchestré depuis le Burkina Faso. On est donc avec la junte burkinabé pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Est-ce que la récurrence des accusations du leader burkinabé contre la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un peu l'histoire du voleur qui crie au voleur? Je crois que Raymond, toutes ces thématiques qui tournent autour des relations, parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso mérite quand même qu'on aille plus dans le sens de l'apaisement, parce que même les autorités ivoiriennes, à chaque fois qu'elles réagissent au sujet des propos d'Ibrahim Traoré, si vous avez vu vous-même, c'est toujours dans le sens de l'apaisement. Absolument, à la différence des autres de Ouagadougou. On est tous... Pardon? À la différence de Ouagadougou. Oh, c'est ce que je dis.
Vous avez quand même d'un côté des civils qui ont la maturité politique, qui ont du vécu dans la gestion des affaires diplomatiques, la gestion des affaires de la cité. Et vous avez de l'autre côté des militaires qui n'étaient pas préparés à hériter de telles responsabilités. Donc, il y a des moments où il faut comprendre que ça aussi, ça dénote d'un manque de maturité, je ne vais même pas dire politique, ce ne sont pas des hommes politiques, de la gestion de la chose publique. Vous savez, nous, par exemple, qui avons parfois la malchance d'arborer la casquette d'homme public, il y a parfois des choses qu'on dit sur nous et on ne réagit pas sur nous. Vous lisez des choses sur vous et puis vous rigolez, vous passez. Donc, je crois que la réponse des autorités ivoiriennes, à chaque fois qu'il y a une provocation, comme vous le dites, des autorités burkinabées, témoigne de la maturité de la classe entre la catégorie des dirigeants des deux peuples. Et je crois qu'aujourd'hui, les autorités ivoiriennes elles-mêmes nous montrent la voie à suivre de comment est-ce qu'on doit réagir à la situation qui prévaut entre les deux pays. Parce que les accusations vont se multiplier, les provocations vont se multiplier. Mais on a bien vu comment, que ce soit Téné Birahima Ouattara, qui est le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, quand il s'était rendu, je crois, dans une ville burkinabé, je crois que c'est à la suite aussi de telles provocations. Vous m'excuserez de ne pas vraiment maîtriser le contexte dans lequel le ministre de la Défense ivoirien s'était rendu. On vous comprend absolument. En Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, vous avez vu sa posture. Vous avez vu lorsque le porte-parole du gouvernement ivoirien avait réagi, vous avez vu la posture. Ça démontre d'un côté la maturité politique, la capacité à encaisser et comprendre qu'on a affaire à des gamins, on a affaire à des enfants qui doivent apprendre, à garder le calme, qui doivent apprendre à analyser, à ne pas dire tout ce qui leur passe par la tête. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ça qu'il faut retenir, parce qu'on peut quand même croire que tout ce que dit Ibrahim Traoré ou même tous ses collaborateurs dénote aussi de cette fougue de la jeunesse qui pense qu'elle maîtrise tout, elle sait tout, elle peut apprendre des choses aux vieux, que les vieux n'ont plus le droit de citer, c'est la jeunesse qui doit tout prendre en compte tout. Non, je crois que dans mon village, on dit que ce que le jeune ce que le vieux voit étant assis, le jeune même étant debout ne le voit pas. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est cette sagesse qu'il faut comprendre autour des relations, parce qu'on a bien compris, ces deux peuples, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, personne aujourd'hui ne peut refaire l'histoire. C'est des peuples qui se connaissent, c'est des peuples qui vivent ensemble. C'est vous qui avez coutume de me dire qu'il y a 2 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Comment vous allez faire 4 millions, traiter 4 millions. le conflit ivoiro-burkinabé avec les organes, comme on dit au Cameroun? Je crois qu'il faut avoir la maturité politique, la maturité diplomatique, pour ne pas réagir à toutes à tous les commentaires. Très bien. Des militaires au pouvoir au Burkina Faso. Et c'est ce que je retiens des autorités ivoiriennes, c'est qu'elles nous enseignent tous les jours la maturité dans la gestion de la chose publique, dans la gestion de la communauté des États. Et donc, moi, en analysant cette énième, comme vous dites vous-même, cette provocation, c'est que je dis à vous, Raymond, et à tous les Ivoiriens, que chapeau à vous. Parce que c'est vous, finalement, qui apaisez les tensions. Parce que vous faites la preuve d'une maturité, que ce soit vous les journalistes, que ce soit les analystes politiques, que ce soit même le peuple ivoirien. Parce que vous vous dites, en fin de compte, si on va dans le conflit armé, si on va dans le conflit culturel, traditionnel, qui va gagner? Personne. Parce que c'est les peuples qui se sont inféodés, il y a des relations, des mariages communautaires Burkina Faso, Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je crois qu'il faut simplement appeler à la raison les dirigeants du Burkina Faso. Là, vous êtes aux affaires, vous n'êtes plus dans les casernes. Là, vous dirigez un pays, il faut avoir la maturité dans la réaction, dans les commentaires. Ce n'est plus une attaque contre un groupe djihadiste. Là, très bien. Vous parlez à un État qui vous aide à accomplir certaines tâches sur le plan économique, sur le plan diplomatique, sur le plan sociétal et sur beaucoup de plans. Je crois que c'est un problème d'enseignement, d'éducation, de pédagogie qu'il faut davantage enseigner à ceux qui ont pris le pouvoir, qui n'étaient pas préparés à ça, que d'autres choses qu'on pourrait ajouter pour davantage amplifier un conflit que le président Ouattara et ses collaborateurs font tout pour éviter. Alors, vous avez sorti le mot, un problème d'éducation. À la Wakili, est-ce que vous partagez justement l'avis du confrère
que nous sommes dans un problème d'éducation assez rapidement? Bon, je n'emploierai pas ces mots, mais je dirais qu'il y a un problème de cohérence. Un problème de cohérence de la vision. Mais je reviens toujours, je dois dire mes exemples, j'espère que ce n'est pas totalement hors sujet. Voyez-vous, quand un pays n'est pas fréquentable, quand un pays est à la solde de puissance, quand un pays est contre soi, on évite peut-être toute collaboration avec lui. On dit que c'est un pays dangereux, on interdit à ses citoyens d'y aller, on interdit les échanges, on interdit à l'équipe de football de venir jouer la CAN ici. Le Burkina était là. Ils ont voulu faire un convoi, venir supporter, était un peu bloqué, le Mali, tout. Et puis, quand on n'a pas un bon stade, on peut chercher à aller jouer en Russie ou ailleurs. On ne vient pas en Côte d'Ivoire, dans un pays ennemi. Bon, voici des faits qui montrent que, bon, c'est beaucoup de bavardage. Et il faut sortir de ça, il ne faut pas les suivre parce que ça va leur passer. Et puis, ils reviendront à la réalité. Ils reviendront à la réalité. Les hommes passent, ces dirigeants-là, c'est 5 ans, c'est 10 ans, c'est 20 ans. S'ils ont trop duré au Cameroun, bon, ils peuvent même faire 50 ans. Mais après 50 ans, là, d'autres viendront. Et puis, les pays vont continuer leur marche ensemble. Donc, il ne faut pas tomber dans leur provocation. Et c'est bien les dirigeants ivoiriens, leur posture. Nous n'allons pas tomber dans leur provocation. Ils sont là pour 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Et puis après, ils s'en iront. Bon, tout comme nous, chacun de nous s'en ira. Et après, des gens plus responsables, plus cohérents viendront et poursuivront les bonnes relations entre la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali, le Niger et l'ensemble de ces pays de la sous-région. Jean-Richard Nguesson. Moi, je suis, j'avoue, assez surpris par les propos du ministre de la Sécurité du Burkina Faso qui, en accusant la Côte d'Ivoire, a fait référence à l'opération, à l'attaque de Barcelogo qui serait précurseuse des opérations de déstabilisation. Et qui aurait été préparée à partir d'Abidjan. C'est assez surprenant. C'est même scandaleux. À travers ces propos, moi, je trouve que le Burkina Faso montre ses limites. Le capitaine Ibrahim Traoré montre une fois de plus ses limites. Il sait qu'aujourd'hui, depuis son avènement au pouvoir en septembre 2022, il avait de la sympathie et aujourd'hui, cette sympathie-là s'est amenuisée. Les populations s'impatientent. On sait que son cheval de bataille, c'était la sécurité. Aujourd'hui, le pays baigne dans l'insécurité totale. Il a mis sur pied plusieurs initiatives qui ont montré leurs limites. Il a fait appel à près de 50 000 supplétifs. Il a fait appel à des troupes. Il a appelé même les populations, les fonctionnaires à contribuer pour l'effort de guerre. Mais quelques années plus tard, force est de constater malheureusement que la situation au niveau du Burkina Faso s'enlise. Et il faut trouver un bouc émissaire. Et le bouc émissaire idéal pour Ibrahim Traoré, c'est la Côte d'Ivoire. Il faut détourner l'attention du peuple burkinabé de l'essentiel. L'essentiel, c'est la sécurité du Burkina. Et aujourd'hui, n'ayant pas les capacités de permettre au Burkina Faso d'avoir cette sécurité, il accuse tout simplement Abidjan. Moi, je trouve que c'est véritablement dommage. Et comme le confrère Mbia l'a dit, j'espère qu'ils feront preuve de plus d'éducation, de plus de retenue dans leurs attaques, leurs pics contre la Côte d'Ivoire. Jean-Marc Kwame, je sais que ce n'est pas véritablement votre tasse de thé, la politique, mais on va vous permettre quand même de dire un mot là-dessus, même si on est au terme de notre émission. Non, en fait, je pense que le pouvoir en place au Burkinabé veut juste cacher son échec. Il veut masquer son échec. Il trouve un bouc émissaire à l'encontre de la Côte d'Ivoire, c'est tout. Hein, parce que on a des propos, mais on n'arrive pas à les étayer par des preuves. Des preuves matérielles. Il faut quand même dire que ça fait quand même 2 fois, le 11 juillet, IB qui sort, qui dit qu'il apporte des preuves. Dans quelques jours, pour prendre ses propres mots contre la Côte d'Ivoire, on va dans 3 mois. Et récemment, le ministre Sana également qui tarde encore à faire... Mon Dieu, à quand ces fameuses preuves contre la Côte d'Ivoire? Moi, sur ce dossier, je veux juste saluer la réaction du gouvernement ivoirien qui fait fi de tout ce que le gouvernement burkinabé dit et le gouvernement de transition dit, mais surtout saluer l'attitude d'hospitalité qu'il y a actuellement, parce que pour tous ces déplacés qui sont sur toute la bande au nord et qui ont trouvé gîte et couvert en Côte d'Ivoire, si nous étions si mauvais, on aurait pu fermer nos frontières et puis ils allaient se débrouiller. Malgré le risque d'infiltration. Malgré le risque d'infiltration, mais
ils ont pu trouver gîte et couvert. Et surtout, avec toute la diaspora burkinabé qui est ici, ce sont deux pays qui ont une même histoire. Et ce que je trouve par-dessus tout dommage, c'est le traité d'amitié qui, malheureusement, a été jeté aux oubliettes avec l'avènement de cette junte. Mais nous espérons, comme M. Alafa a pu le dire, que ces histoires passeront, mais les pays demeureront. Voilà. Absolument. Merci à vous d'avoir encore été là pour cet autre débat, justement sur les relations franco-ivoiriennes, mais également sur les accusations que porte de façon récurrente la junte burkinabé contre la Côte d'Ivoire. Accusations de déstabilisation, malgré des soupçons avérés, par contre, du côté ivoirien, de tentatives de déstabilisation venant de la part des autorités actuelles du Burkina Faso. Devoir de vérité pour ce numéro, c'est terminé. On va se dire au revoir. Merci à tout le monde d'avoir été là, à ceux qui sont sur ce plateau, mais également aux confrères qui intervenaient depuis Libreville au Gabon, le confrère Christophe Bia, qui est un Camerounais. Merci à tous et on se dit au revoir. À bientôt.